Skrull et Kree, les ennemis de toujours, unis dans un même but. Difficile à croire, mais dans l'univers Marvel, on trouve toujours plus gros poisson que soi. Alors il faut parfois oublier des rancunes millénaires et faire front uni. Nous allons voir ici 10 civilisations extraterrestres qui pourraient rapidement apparaître dans le MCU. Avec l'arrivée de Secret Invasion, Gardiens de la Galaxie Volume 3 et The Marvels, l'aspect cosmique du MCU devrait en effet s'élargir dans les mois à venir. Certaines civilisations pourraient bien vous étonner, tant leur puissance et leur zone d'influence dépassent l'entendement. Installez-vous bien, nous partons pour un voyage qui nous mènera aux confins du multivers Marvel et peut-être au-delà. Commençons par de petits poissons. Apparus pour la première fois en 1968 dans le numéro 2 de Surfeurs d'Argent, les Badoons sont une race extraterrestre humanoïde reptilienne originaire de la planète Lotiara dans la Voie lactée. Plus anciens encore que les Skrulls et les Kree, les Badoons ont une particularité peu commune, une haine naturelle oppose les deux sexes. Ainsi, femelles et mâles s'affrontèrent longtemps à travers de nombreuses guerres qui laisseront finalement la jante masculine victorieuse. Ils confinèrent alors les femelles sur la planète Lotiara et, forts de leur développement technologique, se tournèrent vers les étoiles, abandonnant leur monde natal, n'y revenant que pour se reproduire. Ainsi, deux sociétés Badoon distinctes virent le jour, d'une part celle des femelles dirigée par une reine sur Lotiara et d'autre part celle des mâles dirigée par un frère royal sur la planète Mord. Parmi les faits importants impliquant les Badoon dans les comics, il y a l'invasion de la planète Zen-Woberis et l'extermination de sa population alors composée de 3 milliards d'âmes. Si ce nom vous parle, vous faites certainement partie des fans hardcore de l'univers Marvel. Et pourtant je suis convaincu que vous connaissez cette planète et ses habitants. En effet, il s'agit là du peuple et de la planète d'origine de Gamora que l'on aperçoit dans Avengers Infinity War, où ils sont pour le coup massacrés par les Chitauri aux ordres du Titan Fou. Ce n'est d'ailleurs pas le seul parallèle que l'on peut dresser entre Chitauri et Badoon, puisque outre leur comportement bestial et violent, les Badoon ont également été à plusieurs reprises enrôlés dans l'armée de Thanos. Les deux espèces ont d'ailleurs pour point commun de s'être fait humilier par le Titan Fou, ce dernier conquérant la planète monde des deux espèces à lui tout seul en quelques heures. Il est également intéressant de noter que dans un univers, c'est Immortus, le variant bien connu de Kang, qui est à l'origine de la première attaque des Badoon envers la Terre, en convainquant le frère royal des Badoon de prendre d'assaut la planète bleue. Peut-être avons-nous là une piste pour l'introduction des Badoon dans l'univers du MCU, ces derniers travaillant pour Immortus comme le faisaient les Chitauri pour Thanos dans le premier film Avengers. Concernant leur relation, les Badoon prirent pendant un temps part au conflit opposant les Skrulls et les Kree en s'alliant avec ces derniers. Ils parvinrent même à repousser une attaque de Skrulls sur leur système stellaire principal mais furent vaincus lorsque le Surfeur d'Argent prit part au conflit en faveur des Métamorphes. Malgré cela, les Skrulls ne purent prendre possession de la planète capitale des Badoon. Quelques alliances avec les Brutes furent aussi scellées puis défaites. Au final, l'Empire Badoon aura occupé 37,7% de la Voie lactée avant la terrible vague d'annihilation dont on parlera un peu plus tard. Si l'Empire Badoon continue de perdurer, il n'en reste pas moins un petit poisson dans l'océan qu'est l'univers Marvel. Issus directement des Kree avec qui ils partagent la même galaxie, le grand nuage de Magellan, les Spartax ont su gagner leur indépendance vis-à-vis de ce mastodonte qu'est l'Empire Kree. Cet équilibre étant fragile, ils durent lutter pendant des millénaires pour préserver cette indépendance et ne pas se faire absorber par leurs terribles colocataires. L'empire de Spartax, bien que relativement puissant, resta donc longtemps une proie pour des empires plus gros, en témoigne l'intelligence suprême des Kree, évaluant le nombre de victoires de Spartax dans leur conflit à seulement 34%. Spartax tenta donc de nouer des alliances, notamment avec les Shi'ar, pour lutter contre la menace Kree planant sans cesse sur leur territoire. Un conflit d'ampleur éclata également avec les Badoon. Un certain Jason, fils de l'empereur de Spartax, s'écrasa sur la Terre pendant cette guerre. Il y rencontra une certaine Meredith Quill, avec qui il développera une relation amoureuse, mais qu'il quittera finalement contraint par ses responsabilités de retourner vers son peuple. Meredith donna alors naissance seule à un petit garçon, qu'elle appellera Quill. Et oui, dans les comics, Star-Lord n'est pas le fils d'une planète vivante, mais simplement d'un empereur galactique. La jeune mère finit par se faire tuer par des Badoon cherchant à éteindre la lignée royale Spartax, mais les extraterrestres manqueront le jeune Peter. Jason, quant à lui, reprit le rôle de son défunt père et devint le nouvel empereur de Spartax. Finalement, alors que les empires Kree, Shi'ar et Skrull commencèrent à faiblir, pour diverses raisons que nous verrons par la suite, Spartax finit par s'imposer comme une des puissances majeures au sein du Conseil Galactique, où siègent les plus puissantes civilisations des 8 galaxies de l'espace connues, et de certaines dimensions comme Asgard. Un jour, Jason convoqua le conseil, alors dirigé par l'intelligence suprême Kree, Gladiator le chef des Shi'ar,
Annihilus le seigneur de la zone négative, la reine des Broods, Igar le chef des Badoon et Freya alors reine d'Asgard. Il tenta de convaincre ce conseil qu'il fallait s'occuper des terriens avant qu'ils ne soient suffisamment développés pour leur nuire. Il s'agissait là en fait d'une ruse servant à piéger son fils. Jason savait que la reine de tout s'opposerait à l'annexion de la Terre par le Conseil. Il proposa donc une loi pour rendre la Terre intouchable. Il savait que les Badoon profiteraient de cette occasion pour attaquer la Terre et que les gardiens de la galaxie n'auraient d'autre choix que de la défendre. Il en profita par la même occasion pour discréditer les Badoon auprès du Conseil galactique, ne manquant pas de s'attirer les foudres du frère royal. Par ailleurs, cette manipulation lui permit d'arrêter les gardiens légalement afin de contraindre son fils à abandonner sa vie de mercenaire pour reprendre son flambeau, sans succès. Résigné, il finit par dissoudre de force les gardiens en envoyant Gamora aux Badoon, Rocket aux Kree, Drax aux Shi'ar, Groot aux Broods et Venom chez les Skrulls. Oui, parce que Venom a brièvement fait partie des gardiens de la galaxie. Malheureusement pour Jason, Quill révélera la nature perfide de son père devant les télés de tout l'Empire Spartax, déclenchant une guerre civile qui mènera à la fin du règne de Jason. Spartax, malgré des moments difficiles et un départ incertain, a su se hisser parmi les civilisations les plus importantes de l'univers Marvel. Les Broods sont peut-être ce qui se rapproche le plus des aliens de Ridley Scott dans les comics, pondant leurs œufs dans des hôtes afin de se multiplier. A la différence des aliens, les Broods ne développent pas leur propre corps mais s'accaparent celui de l'autre, le transformant peu à peu en une forme appropriée. Animés par un esprit de ruche, ils sont divisés en clans, chacun dirigé par une reine Brood, qui à leur tour sont sous l'autorité de l'impératrice Brood. Rescapés d'un univers effondré, les Broods se firent capturer par l'Empire Kree qui virent en eux une arme capable de déstabiliser l'Empire Shi'ar, l'un des principaux empires concurrents. Envoyés dans la galaxie de ces derniers, ils découvrirent les Acanthis, des genres de baleines spatiales capables de voyager plus vite que la lumière, et les asservirent grâce à leur capacité d'infestation. Petite parenthèse, mais les Léviathans Chitauri, les sortes de baleines volantes aperçues dans le premier Avengers, sont des hybrides biomécaniques d'Acanthis et de requins stellaires créés par les Chitauri. Dépossédés de leur conscience par les Broods, les Acanthis devinrent des navires spatiaux pour ces êtres infâmes. Qui sait, peut-être les Broods apparaîtront dans The Marvels, prévu en novembre, qui continuera de développer l'Empire Kree. Alors pourquoi pas faire un teasing, mentionner les Broods, voire même les intégrer complètement dans l'intrigue du film. Les Broods ont tenté d'envahir la Terre à de multiples reprises. D'abord il y a environ 1 million d'années au Wakanda, lorsqu'un météore en vibranium ouvra des failles spatiales d'où émergèrent les extraterrestres insectoïdes. Ensuite dans l'Égypte antique, où ils mirent fin à une dynastie en prenant pour hôte le pharaon de l'époque. Également au 5e siècle après Jésus-Christ, où ils envahirent la Grande-Bretagne mais furent repoussés par Thor, alors en visite, qui sauva par la même occasion un jeune adolescent du nom d'Arthur. Ils sont également venus à plusieurs reprises à l'époque moderne, se confrontant souvent aux X-Men. Les Broods pourraient se révéler être une véritable menace, surtout quand on sait qu'ils ont déjà colonisé des planètes entières en infestant et asservissant totalement la civilisation locale. En bref, les Broods sont, bien que basés sur un modèle civilisationnel peu conventionnels dans l'espace connu, des ennemis à ne pas sous-estimer. Leur capacité à prendre possession de leur hôte et à se multiplier peuvent, en plus de leur maîtrise technologique, faire des Broods une menace pour la civilisation humaine. Heureusement, l'espace n'est pas rempli uniquement de civilisations voulant asservir, détruire ou coloniser la planète Terre. Apparu dans le MCU avec le premier film des Gardiens de la Galaxie, le corps des Nova, ou Nova Corps, n'est pas vraiment un empire galactique à proprement parler. Il s'agit plus d'une sorte de police de l'espace travaillant à maintenir la paix et l'ordre dans l'univers. Enfin dans l'univers, c'est un peu vite dit, leur véritable champ d'action se limite aux zones incluses dans les traités signés entre les différents empires galactiques. Ils interviennent principalement dans la galaxie d'Andromède où se trouvent les Skrulls et la Voie lactée, berceau de l'humanité. A l'origine, le Nova Corps est la force spatiale de la civilisation de Xandar dans la galaxie d'Andromède. Leur pouvoir se repose sur la Nova Force, une énergie presque illimitée que gère une super intelligence artificielle appelée le World Mind. Cette dernière répartit la Nova Force vers les individus en fonction de leur grade, du plus humble soldat au chef suprême des Nova, le Nova Prime. Partageant la même galaxie que les Skrulls, ces derniers tentèrent en vain d'absorber Xandar dans leur empire. Finalement, le Nova Corps se transforma progressivement en police de l'espace, garantissant une certaine neutralité dans les conflits. Nombre de civilisations finirent par envoyer certains de leurs citoyens pour grossir les rangs du Nova Corps et montrer leur attachement à cette organisation neutre.
Pendant des millénaires, le Nova Corps joua ainsi un rôle central en luttant contre les menaces interstellaires et en tentant d'agir en médiateur lors de conflits entre les principaux empires spatiaux. Il connut des hauts comme des bas, manquant de disparaître à plusieurs reprises, notamment pendant la fameuse vague d'annihilation où seul un centurion, Richard Riders, resta en vie. Le World Mind survécut à travers lui et le Nova Corps put se reconstruire. Le corps des Nova tenta également de jouer le rôle d'intermédiaire et y perdit par la même occasion une grande part de ses forces quand une guerre opposa les Kree et les Shi'ar, deux civilisations majeures de l'univers Marvel. Ils perdirent d'autant plus d'influence lorsque les Skrulls se retirèrent des traités de juridiction pan-monde, retirant la galaxie d'Andromède de la zone d'influence du Nova Corps. Allié sur lequel on peut se reposer en cas de problème, le Nova Corps n'en reste pas moins une puissance de seconde zone, contraint par des limites facilement perceptibles. Il n'y a qu'à voir dans le MCU l'inefficacité du Nova Corps face au seul vaisseau de Ronan. Mais assez parlé de petits poissons, il est temps de s'attaquer aux trois principaux empires galactiques au cœur des enjeux stratégico-politiques de l'espace connu. Originaires de la planète Hala, dans le grand nuage de Magellan, les Kree sont bien connus du grand public depuis leur apparition dans les Gardiens de la Galaxie en 2014 et Captain Marvel en 2019. Il semble d'ailleurs que leur rôle au sein du MCU n'est pas achevé puisque la dernière bande-annonce de The Marvel laisse penser que l'Empire Kree sera au cœur de l'intrigue du film. Les Kree étaient autrefois une race primitive partageant leur planète avec les Kotati, une espèce végétale intelligente. Il y a de cela 1 million d'années, les Skrulls, alors une civilisation pacifique, ont atterri sur Hala dans le but de prendre sous leur aile l'une des deux espèces. Pour déterminer laquelle profiterait du savoir Skrull, ces derniers organisèrent un concours pour départager les deux concurrents. Ils placèrent quelques représentants des deux peuples sur un astre et leur laissa bâtir ce qu'ils désiraient au moyen de la technologie Skrull. A noter que l'astre en question était pour les Kree la zone bleue de la Lune. Là, ils sortirent de terre une superbe ville futuriste. Convaincus de gagner les faveurs des Skrulls, ils furent pris de rage en découvrant le choix de ces derniers. En effet, les Kotati furent désignés vainqueurs après avoir fait de leur astre un jardin paradisiaque. À l'annonce des résultats, les Kree tuèrent les Skrulls et s'emparèrent de leur technologie, déclenchant une guerre qui dura des centaines de millénaires. Le temps que le centre de commandement Skrull soit au courant de cet incident, les Kree développèrent une civilisation galactique et conquirent le grand nuage de Magellan. Dirigés par l'intelligence suprême, une intelligence artificielle née de la fusion des plus grands esprits de leur civilisation, les Kree gardèrent leur nature violente et impulsive qui se ressent jusque dans la nature de leur société, froide et autoritaire. Ils poursuivirent leur conquête spatiale au-delà de leur galaxie, les amenant à se confronter à d'autres empires galactiques. Après avoir réalisé le formidable potentiel génétique de l'espèce humaine et afin de se constituer une armée de super soldats dociles, les Kree entreprirent des expériences sur les Homo sapiens. De ces travaux émergea la création des Inhumains, qui seront finalement abandonnés par leurs créateurs, développant leur propre société. Sans parler du conflit bien connu Kree-Skrull, l'un des affrontements marquants opposa l'Empire Kree à l'Empire Shi'ar. Cette guerre déboucha sur la destruction de 98% de la population Kree et sur l'annexion des territoires restants par les Shi'ar. L'Empire Kree fut donc pendant un moment englouti par l'Empire Shi'ar au bord de l'extinction, mais finit par se redévelopper et regagner son indépendance ainsi que sa place parmi les puissants du cosmos. Malgré les difficultés, l'Empire Kree demeure parmi les civilisations les plus puissantes de l'univers Marvel, parvenant même à vaincre les Shi'ar dans une nouvelle guerre les opposant. Mais nous ne pouvons pas parler des Kree sans aborder leur ennemi de toujours, les Skrulls. Issus de la galaxie d'Andromède, proche de la Voie lactée, les Skrulls actuels sont issus des manipulations génétiques réalisées par les Célestes, ces géants cosmiques aperçus dans les Éternels. Comme à partir des humains, d'où Éternels et Déviants furent créés, les Skrulls virent apparaître une branche déviante et une branche équivalente aux Éternels. Les Déviants Skrulls, capables de se métamorphoser, éradiquèrent tous leurs cousins. Prospère, la civilisation Skrull créa le premier cube cosmique, objet capable de modifier la réalité elle-même. Dépassés par ses capacités, ils finirent décimés par ce dernier, faisant disparaître près des 2/3 de la population de la galaxie d'Andromède. Au fil des millénaires, la société Skrull parvint de nouveau à un stade développé et domina toute leur galaxie. Se tournant vers d'autres horizons, les Skrulls s'aventurèrent dans le grand nuage de Magellan, échangeant et commerçant avec les civilisations qu'ils y rencontrèrent. Mais comme évoqué précédemment, ils finirent par tomber sur les Kree qui, en se rebellant, firent naître une guerre qui mènera les Skrulls sur un chemin qu'ils ne pourraient rebrousser, celui de la violence. Malgré leur force incontestable et leur influence galactique, l'Empire Skrull connut des périodes difficiles. Pas de chance pour eux, leur planète mère, Tarnax 4, servit de petit déjeuner à Galactus, le dévoreur de mondes.
Perdant leur impératrice, l'Empire Skrull fut décapité et sombra dans une guerre civile. Enfin, lors de la terrible vague d'annihilation que j'évoque depuis le début de cette vidéo, les Skrulls perdirent la quasi-totalité de leur planète. Une faction des Skrulls tournèrent alors leur regard vers la Terre. Dans le but de faire de celle-ci leur nouvelle planète-monde, les Skrulls montèrent un plan sournois d'infiltration de la société humaine, plus connu sous le nom de Secret Invasion. La série Marvel qui arrive en juin sera directement inspirée de cet événement. Ce sera possiblement l'occasion de reprendre certains éléments des comics pour les introduire dans le MCU, comme une apparition fugace des 4 Fantastiques ou une mention discrète de Galactus. Le plan des Skrulls échoua, mais ils finirent par se reconstruire, préservant leur rang d'empire majeur de l'univers Marvel. Mais assez parlé de ces métamorphes, passons maintenant au 3e empire, moins connu du grand public mais que j'ai abordé plusieurs fois dans cette vidéo, les Shi'ar. Lorsque l'on veut traiter d'affaires cosmiques importantes dans l'univers Marvel, on doit nécessairement composer avec les Shi'ar. Descendants d'une espèce aviaire, en témoignent les plumes qu'ils ont à la place de leurs cheveux, les Shi'ar sont l'une des principales puissances extraterrestres, bien que leur empire soit plus jeune que les empires Kree et Skrull. Originaires de la planète Chandilar, les Shi'ar évoluent sur une galaxie à l'écart des autres empires, baptisée sobrement Galaxie Shi'ar, ce qui lui a permis, au moins pour un moment, d'éviter les conflits avec les 2 autres superpuissances. Dirigée par un Magestor ou une Magestrix, la civilisation Shi'ar profite, en plus de leur technologie très développée, d'un corps d'élite équivalent à nos Avengers, connus sous le nom de Garde Impériale. Celle-ci est, à l'image de l'Empire, composée d'une myriade de races différentes englobées dans l'Empire Shi'ar à travers traités et autres invasions. Que ce soit de leur propre volonté ou par la force, les occupants des planètes envahies par les Shi'ar n'ont d'autre choix que de rejoindre l'Empire. A la différence des Skrulls et des Kree, les hautes sphères de l'Empire Shi'ar sont donc constituées de différentes espèces, en témoigne Gladiator, un stroncien, qui parvint à se hisser au rang de Magestor après avoir été Praetor, c'est-à-dire le chef de la garde impériale. L'espèce Shi'ar initiale n'a donc plus une importance capitale dans cet empire, contrairement aux Kree et aux Skrulls qui restent les seuls dirigeants de leurs sociétés respectives. Vous l'aurez certainement compris maintenant, mais il n'existe pas dans l'univers Marvel de civilisation totalement pacifique. Les Shi'ar, comme les autres, ont eu leur lot d'affrontements. L'un d'entre eux en particulier fut particulièrement sanglant puisque, comme évoqué précédemment, il aboutit à la quasi-disparition de l'Empire Kree. Les Shi'ar ont également tenté d'empêcher la reconstruction du Nova Corps en plaçant des agents sous infiltration dans leur rang. Ces espions font partie d'un groupe Shi'ar appelé la Fraternité des Raptors qui allèrent jusqu'à relâcher Thanos, alors fait captif par les forces Nova, pour entacher la réputation du Nova Corps et diminuer son influence. Finalement, les Raptors sont identifiés par Rocket Raccoon et rapidement écartés de la milice spatiale. La civilisation bâtie par les Shi'ar est certainement plus puissante individuellement que les Kree et les Skrulls, mais serait plus faible face aux 2 réunis. L'Empire Shi'ar est donc une force avec laquelle on doit nécessairement composer dès lors qu'il s'agit d'affaires cosmiques. Imaginez une menace si grande, si puissante et si soudaine que l'ensemble des civilisations dont je viens de parler a failli disparaître face à elle. C'est ce qu'est la vague d'annihilation. Je l'ai mentionné plusieurs fois dans cette vidéo, il est temps de vous en parler plus clairement. Dirigé par Annihilus, un tyran paranoïaque si terrifié à l'idée de mourir qu'il voit en chaque être vivant une menace potentielle pour sa vie, la vague d'annihilation est issue de la zone négative, une dimension parallèle composée intégralement d'antimatière. Annihilus, dans sa folie paranoïaque, se mit en tête de détruire toute forme de vie. Il ouvrit un portail vers la zone positive, notre univers, et laissa s'y engouffrer la vague d'annihilation, une armada de vaisseaux et d'extraterrestres insectoïdes. Le premier jour de l'invasion, aussi appelé jour d'annihilation, la vague déferla sur 1 million de mondes, les condamnant à la poussière. Si leur technologie n'était pas aussi évoluée que les grands empires galactiques, leur nombre suffisait à submerger quiconque tentait de se dresser face à elle. En 7 jours, la vague déferla sur Xandar, détruisant la planète et l'entièreté du Nova Corps, à l'exception d'un Nova, Richard Rider, qui hébergea le World Mine, l'empêchant de disparaître et portant par la même occasion le destin d'une civilisation entière sur ses épaules. En 6 mois, la vague brisa l'Empire Skrull. De leur côté, les Kree se couchèrent rapidement et les Broods furent quasiment annihilés. Les Shi'ar, quant à eux, décidèrent de ne pas intervenir dans ce conflit, n'étant pas sur la trajectoire de la vague d'annihilation et espérant secrètement voir leurs opposants cosmiques se détruire mutuellement. Le plan d'Annihilus consistait à récupérer suffisamment de pouvoir cosmique pour détruire la zone positive et la zone négative. A l'aide de 2 dieux autrefois enfermés par Galactus et en s'alliant à Thanos, Annihilus parvint à capturer le dévoreur de mondes pour en faire sa source d'énergie.
Finalement, lorsque ce dernier fut libéré, une rage folle s'empara de lui et il balaya le vaisseau mère d'Annihilus et sa vague d'annihilation. Le tyran fut vaincu par Richard Rider, mais il continua de vivre à l'état de larve. Finalement, sans l'ambition démesurée du tyran, il est possible qu'aucune civilisation ne serait parvenue à endiguer cette vague, laissant l'univers en proie face à un tyran cosmique rendu fou par sa paranoïa maladive. Pourtant, même les gros poissons peuvent se faire dévorer par des requins. Si je vous disais qu'il existe une civilisation si avancée et si dangereuse qu'elle poussa l'ensemble des civilisations dont je viens de parler, y compris la vague d'annihilation, à s'allier pour tenter de la vaincre. Je vous l'avais bien dit, l'univers est comme l'océan, on trouve toujours plus gros que soi. Il s'agit là de la plus vieille espèce extraterrestre existante, les bâtisseurs. D'après les bâtisseurs eux-mêmes, ce sont eux qui ont semé la vie partout dans l'univers, expliquant même aux Shi'ar qu'ils sont leurs créateurs, leur ayant donné l'impulsion nécessaire pour faire grandir leur civilisation. Les bâtisseurs sont partagés en deux sous-espèces, d'un côté les ingénieurs, de l'autre les créateurs. Forts de leur savoir-faire dépassant l'entendement, ils créèrent des systèmes pour contrôler l'univers, cultivant la vie et décidant celle qui mérite de poursuivre ou non. Ils sont donc à la fois créateurs et destructeurs. Un jour, de multiples rapports firent état de mondes qui se faisaient détruire un par un, sans distinction d'espèces ou d'empires. Dans le but de juguler cette menace, le Conseil Galactique se réunit et mit sur pied un plan de contre-attaque. Malheureusement pour eux, les forces conjuguées de Spartax, des Shi'ar, des Kree, des Skrulls, des Avengers et d'innombrables autres civilisations ne purent venir à bout des bâtisseurs. Tentant de prendre leurs assaillants en embuscade, ils firent pris à leur propre jeu et attirés dans un piège. Contraints de fuir et traqués comme des bêtes, la situation parut rapidement de plus en plus désespérée. Finalement, les bâtisseurs offrirent à tous la vie sous réserve de se soumettre. Beaucoup plièrent le genou devant eux. D'abord les Centauriens, puis les Chiméliens, puis sans autre monde après eux. Même les fiers Kree courbèrent l'échine devant ce qui paraissait alors invincible. Avec le départ de ces derniers, le Conseil perdit un quart de sa flotte. Constatant cela, Jason de Spartax retira également son empire du conflit. L'armée du Conseil ne comptait alors presque plus que sur les Shi'ar, le reste des Skrulls, la vague d'annihilation et les Avengers. Pour chaque planète qui se rendait, le chef devait se mettre à genoux devant un unique bâtisseur. Ces derniers montraient ainsi qu'un seul d'entre eux suffisait à faire plier des empires galactiques. Par ruse et faisant semblant de se rendre, le Conseil tendit un piège à l'un des bâtisseurs. Thor se rendit sur Rala, la planète capitale des Kree, alors sous domination d'un ingénieur. Il jeta son marteau dans les cieux pour montrer qu'il abandonnait toute arme, ploya le genou devant son nouveau maître, puis, après que ce dernier lui rappela sa condition avec arrogance, rappela Mjolnir, lui faisant traverser le corps de l'envahisseur. Ainsi, les Avengers parvinrent à montrer qu'ils n'étaient pas invincibles et l'espoir renaquit au moment où la lumière et l'arrogance s'éteignaient dans le regard du défunt bâtisseur. Suite à cela, Ronan l'accusateur refusa l'autorité de l'intelligence suprême et les Kree reprirent les armes aux côtés du Conseil. Suivant leur exemple, de nombreux mondes se rebellèrent et retrouvèrent leur dignité. Mais à mesure que le temps passait, les victoires se faisaient plus rares. Dans un ultime espoir, le Conseil ouvrit le portail vers la zone négative et libéra la terrible vague d'annihilation sans être certain d'être capable de la juguler par la suite. Mais la question ne se posa même pas, puisque les bâtisseurs s'occupèrent de la vague sans aucune difficulté, la forçant à s'autodétruire. Annihilus lui-même, qui avait retrouvé sa véritable forme depuis sa défaite face au Nova Prime, se fit dévorer par ses soldats insectoïdes. Tout espoir semblait alors perdu. C'est là qu'un miracle se produisit. Véritable Deus Ex Machina, Captain Universe, une sorte d'avatar de l'univers lui-même, détruisit une partie des bâtisseurs, forçant le reste à fuir vers d'autres univers. Ainsi prit fin la menace de la plus vieille civilisation extraterrestre. Cela dit, même si les bâtisseurs de notre univers ont été repoussés, de nombreux autres parcourent encore d'autres univers, leur civilisation étant si ancienne et si développée qu'ils évoluent désormais à l'échelle du multivers. Et là vous me direz que c'est terminé, on ne peut pas aller plus loin qu'une civilisation qui a mis à genoux l'ensemble des empires galactiques, qui a même conquis le multivers. Eh bien au risque de vous surprendre, je vous l'ai dit, il y a toujours plus gros que soi. Voyez-vous, il s'avère que les bâtisseurs ne faisaient pas tout ça pour rien, ils avaient un but, une destination, c'était la Terre. L'objectif des bâtisseurs était de détruire un maximum de terres d'univers parallèles pour endiguer le phénomène d'incursion. Ce dernier, introduit dans le MCU depuis Doctor Strange 2, est un phénomène qui voit deux univers entrer en collision, se terminant par leur destruction mutuelle.
Il s'avère dans les comics que la Terre est le point de jonction entre les univers, le lieu exact où les incursions se produisent. En détruisant un maximum de Terre, les bâtisseurs espéraient pouvoir préserver une partie du multivers en empêchant les incursions de se produire. Quel rapport avec ces fameux Beyonders, me direz-vous ? Eh bien sachez que cet effondrement du multivers était une simple manipulation de ces derniers, une sorte d'expérience de laboratoire menée par ces êtres hors du commun. Ces rois d'ivoire, comme certains les appellent, existent en dehors du multivers Marvel, leur puissance étant inquantifiable. Pour vous donner une idée, un seul Beyonder vient à bout de tous les célestes. Même des entités cosmiques comme Éternité, Infini, Seigneur Chaos et Maître Ordre fut aisément vaincu par des Beyonders seuls. Un seul être put se dresser et nécessiter l'effort conjugué de plusieurs Beyonders, le tribunal vivant, l'incarnation du multivers, l'être le plus puissant derrière celui au-dessus de tout. Mais même lui, même ce juge cosmique fut terrassé par seulement 3 d'entre eux. Vous comprendrez alors que les Beyonders évoluent sur des niveaux de réalité et de puissance bien au-dessus de tout ce que l'on a pu voir jusqu'à présent. Naturellement, tout semble perdu quand même des entités cosmiques, des incarnations de concepts, chutent devant ces êtres venus d'ailleurs. Pourtant, un individu se dressa contre eux et à l'aide d'un stratagème savamment réfléchi, parvint à écarter leurs menaces. Il s'agit de nul autre que le docteur Fatalis. En se faisant passer pour le mystérieux Raboum Halal, il développa un véritable culte autour de sa personnalité. Les Black Swan travaillèrent pour lui à travers le multivers, ayant pour mission de tuer les hommes molécules. Ces derniers ont été placés dans chaque univers par les Beyonders en tant que bombes universelles. En les tuant, on sauve l'univers. Les rois d'ivoire, constatant que quelque chose clochait dans leur expérience, lancèrent les cartographes à la poursuite de Raboum Halal. Finalement, constatant que le multivers continuait de s'effondrer, Fatalis changea de stratégie et récupéra un maximum d'hommes molécules vivants pour créer la plus puissante bombe jamais vue dans toute l'histoire du multivers. Se dressant face aux Beyonders face à la toute fin de ce dernier, avec à ses côtés Doctor Strange et l'homme molécule de son univers, il fit détonner la bombe qui détruisit les Beyonders. Il récupéra cette énergie devenant un véritable dieu vivant et fonda le monde de Battleworld sur les décombres du multivers. Ces événements sont relatés dans Secret Wars qui sera adapté au MCU en 2026. Je t'invite à aller voir cette vidéo où je donne ma vision de ce qui pourrait amener à Secret Wars dans le MCU. Je pense par exemple que le Conseil des Kang endossera le rôle des Beyonders. Je t'en dis pas plus et je te laisse aller checker ça. Finalement, des Badoons aux Beyonders, dans l'obscurité de l'univers Marvel se cachent bien des dangers qui pourraient arriver assez vite dans le MCU. Que ce soit les Gardiens de la Galaxie 3, Secret Invasion, The Marvels ou le plus éloigné Avengers Secret Wars, il n'y a aucun doute sur le fait que l'univers cosmique du MCU va s'étendre dans les années à venir. Il y aurait évidemment encore beaucoup à dire, mais vous avez déjà ici un bel aperçu des principales civilisations extraterrestres de l'univers Marvel. Dites-moi dans les commentaires lesquels vous voudriez voir arriver prochainement dans le MCU. Si vous avez aimé la vidéo, je vous invite fortement à mettre un pouce bleu et à vous abonner. On se retrouve dès la semaine prochaine pour un récap des points importants à se remémorer avant d'aller voir le prochain film Gardiens de la Galaxie. C'était Marvelous, à la prochaine.